On se retrouve pour les équipements du pont, donc on en a parlé un petit peu en ce qui concerne le vocabulaire, avec l'étanchéité, qui va être un élément important, sur lequel ensuite on va aussi avoir les joints de chaussée pour assurer au niveau des souffles l'étanchéité et éviter les infiltrations qui pourraient endommager nos appareils d'appui. On a bien entendu les appareils d'appui. Et puis, vous avez ensuite les corniches, qui sont des éléments esthétiques. Une petite vidéo pour parler plus spécifiquement des appareils d'appui des ponts qui sont essentiels pour le bon fonctionnement d'un pont. Concrètement, le pont va subir des déformations importantes et pour autant, il faut que le tablier puisse transmettre ses efforts au niveau des fondations via les culées ou les piles. En conséquence de quoi, ce sont des appareils, comme ici, qui vont transmettre une charge verticale, d'où la nécessité souvent de les fretter soit à l'intérieur, soit sur l'extérieur quand il s'agit des pots par exemple. Et en même temps, ils doivent pouvoir absorber des déformations qui sont liées à la dilatation thermique du tablier, sous l'effet des variations thermiques, des intempéries extérieur. Et puis, vous avez aussi à absorber les déformations liées aux contraintes. Lorsque vous avez un camion qui passe, votre tablier va se déformer. Donc, vous avez aussi bien des déformations, on va dire en rotation de l'appareil d'appui, mais aussi liées à la dilatation thermique et aux efforts horizontaux. L'objectif étant de limiter les efforts horizontaux qu'on va transmettre aux culées et aux piles. Je pense surtout aux piles qui sont très élancées comme celui du pont de Millau, où lorsque vous avez des accélérations ou des freinages, ça peut générer à l'intérieur des piles des efforts parasites qui pourraient mettre en flambement la pile. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle des appuis fixes, et puis une autre catégorie qu'on appelle les appuis mobiles, là où on autorise en fait des mouvements. On les verra avec les pots, c'est plus la deuxième catégorie qu'on va pouvoir voir. À l'origine, voilà ce type d'appui que l'on peut retrouver sur des vieux ouvrages. Donc là, ici, on reconnaît des ouvrages qui ont été réalisés avec la fonte. Alors ça se reconnaît, vous voyez, avec ces rivets qui ont été mis à chaud à l'origine. Donc là, on a un appui fixe. Hein. Donc ce sont des appareils d'appui à balancier. Avec, on est dans ce modèle-ci, hein, celui du milieu, avec deux balanciers supérieurs et inférieurs, une rotule entre les deux, graissée bien entendu, et les tabliers, donc en fait on a deux demi-tabliers de chaque côté, oui, parce que toutes les tabliers ne sont pas forcément continus, et ça permet comme ça de tolérer une déformation. Mais l'appui reste fixe, contrairement à celui de totalement à droite, où vous avez un mouvement qui est toléré de déplacement longitudinal du tablier grâce aux bielles qui sont ici. Donc là, on retrouve un peu la même notion de rotule que sur le premier, mais on voit en dessous que vous avez des bielles qui supportent le chariot et qui permettent justement d'avoir une déformation du tablier, de laisser translater le tablier. Bon, c'est pas trop ce qu'on fait actuellement. On utilise davantage ces modèles, en tout cas pour les appuis fixes. Je vous avais parlé d'élastomère, c'est du néoprène la plupart du temps, mais vous avez d'autres matériaux qui sont utilisés dans ces cas-là. Alors ils sont catégorisés en 6 catégories, de A à F, avec des qualités qui sont plus ou moins différentes ou intéressantes pour différentes raisons. Le principe de base, c'est un élastomère, donc je vous l'ai dit, hein, parfois du néoprène ou d'autres produits du même type, hein, donc un élastomère, à l'intérieur duquel on est venu placer des plaques d'acier
qui va permettre de fretter. Vous vous souvenez de mon effet marshmallow? Quand vous allez transmettre la charge verticale, l'appui néoprène va gonfler et se déformer. Or, moi, je veux pouvoir limiter le tassement de mon tablier. D'où la nécessité de mettre ces plaques d'acier qui sont relativement minces, hein, qui vont permettre de fretter l'élastomère et donc d'éviter qu'il ne se déforme de trop et surtout qu'il s'écrase de trop. Donc selon la charge qu'on va avoir, mais en même temps on cherche à avoir une petite mobilité, c'est-à-dire de lui permettre de se déformer en rotation et en cisaillement. Donc du coup, on va devoir regarder les épaisseurs de néoprène et des plaques d'acier, le nombre de plaques d'acier en fonction de ces charges qui va nous permettre comme ça de choisir. Généralement, on utilise plutôt un type B, c'est-à-dire des plaques d'acier qui sont totalement enrobées de l'élastomère parce que ça permet comme ça d'éviter la corrosion de ces plaques d'acier qui peuvent être aussi éventuellement en inox. Et puis vous avez des cas un petit peu particuliers comme le type C pour faire une liaison directement avec la dalle béton, enfin, du moins le bossage qui se trouvera au-dessus. Et puis les types E et F qui sont pourvus d'une surface utilisant un polytétrafluoroéthylène. C'est en fait des plaques qui sont particulièrement lisses, qui permettent de glisser, notamment c'est les appareils d'appui qu'on va éventuellement utiliser pour pouvoir faire des revêtements qu'on va utiliser pour pouvoir faire un lançage ou un poussage de pont. Donc la partie élastomère, on a différents types de produits, hein. Et on a des plaques d'acier qui font de l'ordre de 2 mm d'épaisseur. Donc vous avez quelques indications sur ce que l'on peut utiliser comme type de produit. Voici un exemple de mise en œuvre de nos appareils d'appui, hein. On a les bossages sur lesquels on va revenir, avec, on devine, vous voyez, ces plaques d'acier grâce à cette strie horizontale, et on a la même chose sur un pont sur l'A41 avec un bossage sur la culée, et on peut voir qu'il y a un renfort, une augmentation de l'épaisseur de la plaque d'acier, la semelle est un peu plus épaisse localement, pour répartir la charge sur l'appareil d'appui. On reviendra sur les bossages un petit peu après. La particularité des appareils frettés, donc on a des tableaux, hein, donc là ici vous voyez chez Sipec ou chez Fraissinet deux types d'exemples de leur catalogue. Donc c'est vraiment un feuilleté hein, qui est constitué de plusieurs éléments. Et lorsqu'on va coter, ce qui va être important de donner, c'est la section vue de dessus, donc la largeur et la longueur. Pour ce qui est de l'épaisseur, on ne donnera pas l'épaisseur directement, non, on utilisera en fait le feuilleté. Si vous regardez bien, vous avez en fait un nombre d'épaisseurs d'élastomère et de fret. Et on va donner un nombre n qui correspondra en fait au nombre de fois où vous allez retrouver ce feuilleté, élastomère et plaque. Et là, il y a deux petites variantes, parce que soit vous êtes totalement enrobé, et à ce moment-là, comme ici, auquel cas, ben, vous allez avoir au-dessus une demi-épaisseur et en dessous une demi-épaisseur, et tout autour d'ailleurs aussi pour protéger les extrémités de la plaque de fretage d'acier. Et l'autre possibilité, c'est que ce soit en fait les plaques d'acier qui se situent sur des demi-épaisseurs de plaques acier de chaque côté. Donc dans l'exercice que l'on fera, on est plutôt dans cette classification-ci. Ce qui fait que quand on fait n fois l'épaisseur de l'élastomère plus l'épaisseur de la plaque d'acier ou d'inox, vous allez avoir à ce moment-là l'épaisseur de votre appareil d'appui. L'autre catégorie, ce sont les pots. Les pots, en fait, ce sont des appuis mobiles. Ça remplace un petit peu celui que vous avez vu tout à l'heure, avec la possibilité de laisser quelques mouvements supplémentaires
à votre ouvrage. On a donc des systèmes de glissière, de guidage latéral ou central qui permettent de créer, de laisser se déplacer les éléments. Donc là ici par exemple, vous voyez, on a une glissière avec une feuille de TFE pour permettre la glisse et on vient enfermer donc le joint en élastomère, hein, le coussinet en élastomère qui se retrouve coincé entre deux platines, ce qui permet comme ça de transmettre l'effort, mais celui-ci permet quelques déformations, mais en même temps permet une translation le long du système de guidage. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on parle d'appareil d'appui mobile, parce qu'on laisse. Et vous voyez ici, on a d'ailleurs au passage, alors c'est plutôt étonnant parce que d'habitude on les met plutôt le long du sommier, on a ici prévu un bossage de vérinage avec là encore un renfort aussi pour pouvoir soulever. Et vous voyez ce qu'on parlait à un moment donné des raidisseurs que l'on mettait sur les PRS, on retrouve ces raidisseurs pour les forts tranchants sur l'appui. Voici un autre petit exemple sur le même principe avec différents degrés de mobilité. Je vous laisse regarder, ça ne vous apportera pas plus que pour le cours à l'instant T. Alors ces appareils d'appui, on les mettra sous les poutres quand on en a plusieurs ou sous les dalles et donc on a souvent plusieurs appareils d'appui. À chaque fois, il faudra réaliser un bossage. Alors la norme nous impose d'avoir un débord systématique de 5 cm autour de l'appareil d'appui, c'est-à-dire que par rapport aux dimensions de votre appareil d'appui, les bossages sont 10 cm plus larges ou longs, de façon à avoir ce débord minimum de 5 cm tout autour, de même qu'on les dispose au minimum 5 cm de l'extrémité du sommet. Donc on a le bossage supérieur et inférieur, et il est important que ces surfaces soient particulièrement bien réglées parce que c'est ce qui va permettre derrière d'assurer la bonne altitude. Je vous rappelle que c'est au droit de la ligne d'appui que sera mesurée en fait l'altitude de votre tablier une fois terminé. Le fameux point C0, C1 ou P1, C0, P1, P2 et C3 dans le premier exemple que j'avais utilisé pour vous montrer un petit peu la conception de l'ouvrage et la terminologie de l'ouvrage. Et donc c'est très important de les régler de manière très minutieuse. Au tel point où on va utiliser une méthode un petit peu particulière qui s'appelle la boîte à sable. Donc dans un premier temps, on va réaliser pour le bossage à l'intérieur, vous voyez, avec des cales qui vont permettre de bien régler la surface horizontale, régler à l'horizontale de façon à ce que l'appareil d'appui soit bien à l'horizontale au moment de l'exécution. On viendra mettre sur ce bossage qui a été réalisé l'appareil d'appui et ensuite on va venir cercler autour et mettre ce qu'on appelle la boîte à sable, c'est-à-dire qu'en fait on met l'appareil d'appui et on va remplir de sable le contour, ce qui va permettre comme ça de pouvoir ensuite poser un contreplaqué qui nous permettra de couler la dalle au-dessus. Et une fois qu'on aura terminé, on va pouvoir tout démonter. Bien entendu, le tablier ne repose pas sur l'appareil d'appui tout de suite, hein. Il va y avoir un tassement instantané à un moment donné qui est calculé, ne vous inquiétez pas. Et une fois que que le béton aura fait sa prise, on pourra démonter le coffrage, etc. Et on pourra souffler le sable avec de l'air comprimé. Ça permettra comme ça d'éliminer. C'est une astuce qu'on utilise pour certaines zones, notamment sur les bas d'escalier. Quand on n'a pas la place, on utilise du sable humide pour remplacer le coffrage, ce qui est une petite astuce de coffreur. Je rappelle que les appareils d'appui vont être très sollicités eux aussi, c'est-à-dire que sous l'effet de la compression, il y a un gonflement du béton, le fameux coefficient de Poisson ou l'effet marshmallow, et donc il faut fretter ce béton. Donc là ici,
On a un appareil d'appui qui est en cours de bétonnage, hein, c'est la première étape, hein, a priori, sur la photo. Et vous voyez cet acier un peu particulier qui me crée en fait une armature dans un sens et transversale, et qui permet comme ça, au cas de tassement du bossage, de limiter, de reprendre cet effort qui pourrait faire éclater le bossage inférieur. C'est aussi une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a parfois des problèmes avec certains bossages parce qu'il y a des fissures qui ont commencé à apparaître et l'eau s'est infiltrée et a commencé à corroder ces aciers de frettage. Et de temps en temps, on est obligé, en même temps qu'on change les appareils d'appui, qui eux vieillissent mal à cause des UV, parce que c'est un élastomère, qui vieillissent mal à cause des UV, à cause des éventuelles infiltrations, notamment des hydrocarbures. Et on est parfois amené du coup à refaire le bossage et remplacer ces aciers de frettage. Comme je vous l'ai dit, on a besoin de temps en temps de les remplacer. Donc je vous ai mis une petite vidéo qui explique un petit peu justement les raisons pour lesquelles on fait les vérinages. Donc lorsque l'on a besoin de travailler, on va utiliser différents types de vérins. Et on va soulever le tablier de pont. Alors, la plupart du temps, le pont est coupé. Hein. On fait ça de nuit le plus souvent. Maintenant, si on peut couper le pont, on va couper le pont, ça ira plus vite et on pourra restituer le pont plus rapidement. Et donc, on mettra des vérins. Alors, quand c'est prévu, eh ben, on va pouvoir poser sur la plateforme de vérinage, donc le bossage de vérinage, comme ici, on va pouvoir placer entre les deux plateformes, sur la plateforme de vérinage, on va pouvoir mettre notre vérin et soulever le pont, c'est les vérins hydrauliques, hein, bien entendu, et on va pouvoir remplacer l'appareil d'appui et le remplacer par un autre. Petit conseil, mettez des cales. Parce que on n'est pas à l'abri d'une fuite sur un vérin, donc on va peut-être éviter de mettre les doigts sous le tablier de pompe lorsqu'on va changer les élastomères frettés, les appareils d'appui. Donc ça serait peut-être pas totalement idiot. Alors petit notard sur la petite vidéo, vous verrez, enfin sur les deux petites vidéos qui sont là, si vous avez le courage d'aller les regarder, vous verrez en fait que ici il n'y a pas ce qui est le cas aussi sur la photo, il n'y a pas véritablement de plateforme de vérinage qui a été prévue, et donc du coup ils ont reporté les charges sur la pile de pont pour pouvoir poser leur vérin, parce que les charges vont quand même être relativement conséquentes, donc faudra faire attention. Et puis vous avez donc des vérins plats, comme ceux qui sont là. Ça c'est Fraissinet qui fait ce genre de vérin, qui permettent en fait, lorsque vous avez assez peu de place, de pouvoir soulever le tablier et changer les appareils d'appui. Alors les joints de chaussée, c'est ce qui va permettre de laisser, de réaliser l'étanchéité liée au souffle. Et ce souffle est important parce qu'il est lié aux variations de température, puisqu'il faut laisser le tablier du pont se dilater. On a vu aussi que le tablier du pont avait tendance à se déformer. Donc il faut tenir compte aussi de ces phénomènes de retrait et de déformation. Et puis lié aussi aux charges qui sont appliquées, qui vont déformer le tablier. Pour autant, du coup, il faut quand même qu'on laisse un espace entre les deux et créer l'étanchéité entre les deux. D'où l'utilisation de ces joints de chaussée qui vont dépendre donc qui existent en 6 familles différentes, avec 3 critères de base: l'intensité du trafic, le souffle, c'est-à-dire le jeu maximum que l'on va autoriser entre le tablier et la culée, et puis ça va dépendre aussi du biais.
On avait déjà parlé un petit peu de ce problème du biais avec les ponts cadres qui n'ont pas justement. Le biais, l'importance de l'écart angulaire par rapport à la 90 degrés que vous allez avoir va impacter. Alors, on comprend bien pour l'intensité du trafic. Parce que si vous regardez sur les routes, vous verrez que certains endroits, justement, on a des joints de chaussée que vous connaissez déjà, que vous avez sûrement déjà vu par ailleurs. Donc j'ai récupéré sur internet, vous pourrez cliquer sur le lien si vous le souhaitez. C'est un wiki, hein, tout simplement. En fonction donc des critères, donc des familles de joints à choisir en fonction du confort, du trafic, hein. Je rappelle que T0, T2, T3, ça représente en fait le nombre de véhicules, plus précisément des poids lourds qui circulent sur le tablier, et ça fait partie du profil en long au départ, des besoins d'étanchéité et de la capacité du souffle, donc de l'épaisseur du souffle en l'occurrence. On va commencer en fait par les plus simples sur le principe, c'est les joints de chaussée non apparents, ce qu'on va réaliser sur des ouvrages qui ont un faible trafic, parce que et un souffle qui est relativement faible aussi. Donc on a les deux parties, donc ce qui est en jaune, donc c'est très schématique hein, sur le principe. Je vous invite plutôt à regarder les avis techniques des fabricants et c'est ce qu'on va faire sur sur le TD. On a donc d'un côté le tablier, de l'autre côté l'acculé, plus précisément l'extrémité du mur garde-grève. On va réaliser un asphalte gravillonné, positionner un élastomère posé sur une feuille de cuivre ou un bitume élastomère. C'est le même principe en fait que pour les joints de dilatation. Quand vous faites une étanchéité sur un joint de dilatation dans une toiture terrasse, on met ce film de cuivre de bitume élastomère qui va permettre de créer ce qu'on appelle un soufflet, ce qui permettra comme ça de laisser la possibilité de la déformation. Et l'élastomère, joint préformé parfois en étanchéité, des toitures terrasses, qui permet de maintenir la forme et d'éviter qu'ils finissent par se croquer sous l'effet des variations de dilatation. On va recouvrir ensuite d'une chape de bitume par une feuille d'aluminium et ensuite on remettra un asphalte gravillonné. Et les non apparents à revêtement amélioré. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas de la petite vidéo que vous allez voir. Alors, toutes les vidéos que j'ai trouvées sont des vidéos de réfection de ces joints de chaussée. Donc c'est pour ça que vous allez les voir scier dans un premier temps. Quand c'est du neuf, on part directement sur l'exécution. Avec donc une plaque d'aluminium qui va servir de pontage. On la voit ici hein, sur l'exemple. Et ensuite, on a un liant avec des granulats. Donc vous allez voir, hein, on les voit mettre ce liant avec les granulats et cette fameuse finition de surface au liant pur où ils vont couler du bitume directement sur la surface du liant granulat. Donc on voit très bien ces différentes étapes au niveau de l'exécution. Autre catégorie, ce qu'on appelle les via joints. Donc c'est la catégorie qu'on vient de voir, mais cette fois-ci avec un profil souple qui a été glissé entre les deux. Donc un joint bitume élastomère. On retrouve cette notion de liant bitume avec les granulats et une finition in fine donc on voit ici hein, la plaque, le joint, le liant bitume élastomère plus granulat et le bitume liquide qui a été réalisé, qui a été posé dessus.
Autre catégorie, les joints hiatus. Donc là, on est déjà sur des ouvrages qui ont un peu plus de trafic. Qui commence déjà à être un peu plus performant au niveau de l'étanchéité. Alors là, il faut faire très attention à ce que vous allez voir, puisque c'est ce type de joint sur lequel vous allez travailler les plans. Avec donc d'un côté, c'est pour ça que les schémas venant de Wikipédia sont pas mal, mais un peu trop schématiques par rapport au reste. Donc d'un côté mon tablier, de l'autre côté le mur garde-grève, l'extrémité du mur garde-grève. Et on voit en fait, on le devine ici sur cette vidéo, hein. Là encore c'est une réflexion, hein, sur le principe. Vous avez voyez, un calage qui a été fait pour pouvoir le tenir à l'horizontale le temps de le fixer. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont fait la réflexion, ils ont enlevé complètement la totalité de l'ouvrage et donc de l'ancien joint, et ils sont venus le remplacer par un nouveau joint. Donc vous verrez justement ces vis d'ancrage ainsi que les aciers qui sont mis en attente pour pouvoir être ancrés avec le béton. Donc il y a un véritable ancrage, hein, donc il faut vraiment aller chercher ces vis d'ancrage pour pouvoir réaliser. Donc là, en l'occurrence ici, vous verrez qu'ils ont fait un perçage, ils ont soufflé la poussière, et ensuite ils ont mis des aciers avec un mortier expansif qui permet de sceller l'acier. Et en haut, vous avez une plaque en inox ou en aluminium, donc profilé métallique, qui va servir en fait à réceptionner un joint élastomère qui se fixe dans des gorges qui sont prévues à l'intérieur de ces profilés. Donc on voit un schéma un tout petit peu plus explicite ici, avec vous voyez, ces fameuses vis d'ancrage qui sont ancrées dans le béton, hein, donc sur le principe. La plaque métallique qui est amovible, donc c'est la partie supérieure, hein, qui est au-dessus, et ici on a notre joint élastomère, ce qu'on appelle des joints hiatus ou des joints assoufflés. Dernière catégorie avec quelques variantes. Là, on est sur des trafics beaucoup plus importants, sur des autoroutes ou autres, puisque vous avez sûrement déjà vu. Sinon, vous ferez attention la prochaine fois que vous circulerez, avec ce qu'on appelle les joints à peigne. Alors, il y a plusieurs techniques. On retrouve un petit peu les mêmes idées que pour le joint hiatus, avec les vis d'ancrage, ces profils métalliques en aluminium ou en acier inoxydable. Et entre les deux, on a notre plaque d'élastomère qui nous permet d'avoir l'étanchéité. Donc on a une photo ici, hein, qui représente l'élément. Et vous voyez ce système de peignes, d'où leur nom, hein, avec donc les peignes qui se croisent pour assurer une meilleure continuité entre les deux parties, d'un côté le tablier du pont et de l'autre côté le point dur que représente la culée de l'ouvrage. C'est logique, hein, à partir du moment où vous avez des vitesses qui sont supérieures, on a besoin aussi d'avoir beaucoup plus de planéité, et donc par conséquent d'éviter d'avoir des décaissés qui soient trop importants entre les deux, et ces peignes nous permettent justement de limiter un petit peu ces défauts malgré les effets de tassement. Donc on a des peignes de chaque côté, avec quelques variantes sur le principe, avec un joint à pont appuyé. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même représentation sur le principe, avec une plaque en acier qui forme le peigne dans une bande d'élastomère armée forcément sur le principe. Les peignes, donc toujours en console, cette fois-ci à joint à pont en bande. Donc on retrouve toujours ces mêmes notions. J'ai oublié de préciser, vous avez l'étanchéité de votre ouvrage. Alors c'est surtout sur le tablier, avec un drain qui va permettre l'évacuation de l'eau, et on le voit d'ailleurs sur une des vidéos, qui remettent un autoprotégé pour assurer l'étanchéité
sur la zone pour limiter les infiltrations entre le béton qui a été recoulé et la chaussée qui a été réalisée. Autre catégorie, les corniches. Donc, je vous l'ai dit, c'est essentiellement un élément décoratif qui a pour fonction éventuellement aussi de tenir le garde-corps. Et puis, il a une fonction aussi, c'est de limiter les salissures liées aux écoulements des eaux pluviales. C'est comme sur les façades, hein, avec ces coulures que vous pourriez voir arriver, parce que les eaux de pluie charrient des poussières et elles finissent par se déposer sur les surfaces. Donc on a différentes formes, hein. C'est surtout l'architecte qui va vous définir ce qu'il souhaite comme forme de corniche, puisque c'est essentiellement esthétique au départ. Dans certains cas, c'est purement esthétique. Pour le coup, ça ne sert même pas à supporter le garde-corps. Bon, là ici on a des versions de garde-corps qui sont en béton préfabriqué. Et puis ici, on a une corniche en aluminium, où là, on va utiliser des rails type Alphen, par exemple, pour simplement fixer et cacher. Et du coup, c'est la contre-corniche qui, elle, va supporter la barrière de sécurité. Donc ici, on a un exemple avec une fixation directement sur la contre-corniche. Ça sous-entend quand même un habillage pour que ce soit esthétique aussi derrière. Donc soit en béton coulé en place avec des aciers qui sont en attente ici, soit préfabriqué avec un clavetage qui se fera de l'élément préfabriqué. L'étanchéité, c'est quelque chose de très important pour notre ouvrage. On voit les dégâts, c'est-à-dire que les infiltrations d'eau, comme les ouvrages ont tendance à fissurer, etc., l'eau peut s'infiltrer et on peut avoir une corrosion des aciers. D'ailleurs, les milieux marins et parfois certains autres milieux sont très agressifs vis-à-vis de la corrosion. C'est pour ça que vous avez des enrobages qui sont supérieurs, mais vous avez aussi des qualités de béton améliorées de façon à limiter les risques de décarbonatation, de corrosion des aciers. Et ça sous-entend aussi un ferraillage avec de la fissuration très préjudiciable, parce qu'il y a un risque que les ouvertures de fissures ne laissent pénétrer justement cette eau, qui parfois est chargée d'ailleurs en sels minéraux, hein, les sels de déverglaçage par exemple, qui vont accélérer encore ces phénomènes de corrosion de nos aciers. Donc pour éviter ça, on va avoir besoin de réaliser une couche d'étanchéité. Une couche d'étanchéité qui va permettre de protéger ensuite les dalles béton de la corrosion de ces aciers et des fissures qui vont suivre. Par-dessus, on pourra ensuite réaliser notre couche de roulement, et on verra que sur l'étanchéité, il y a certains équipements aussi qui sont placés comme les bordures. Le fascicule 67 qui définit malheureusement uniquement les asphaltes coulés à chaud. Donc c'est exactement le même principe que pour une toiture terrasse. On va mettre un enduit d'imprégnation à froid, ça c'est pour éviter que lorsqu'on mettra l'asphalte chaud, vous ayez de la vapeur d'eau qui remonte et qui viennent se mélanger. On dit aussi que c'est un après, c'est que ça permet aussi d'améliorer l'adhérence derrière. On met une feuille de semi-indépendance, couche de mastic d'asphalte avec 85% asphalte, 14% de bitume et additifs éventuels. Et une couche de protection en asphalte gravillonné. Ça, c'est ce qui se fait avec de l'asphalte coulé en place. La tendance actuelle est plutôt d'utiliser comme pour les toitures terrasses d'ailleurs, des monocouches ou des bicouches faites de lait de bitume sur le principe. Si vous allez voir les fabricants comme Ciplast, comme Soprema,
Vous avez une catégorie spécifiquement, hein, ils font pas que l'étanchéité des toitures terrasses, ils font aussi des étanchéités pour les tunnels, étanchéité pour les ponts, les ouvrages d'art de manière générale. Donc il suffit d'aller regarder sur les notices, les avis techniques de ces fabricants-là, puisque malheureusement il n'y a pas de DTU ni de fascicule qui concernent ces produits, c'est uniquement des avis techniques. C'est vrai aussi pour les toitures terrasses, hein, au passage. Donc ces produits se présentent sous forme de feuilles préfabriquées, généralement bitumineuses, avec une armature de voile en voile de verre ou un feutre en polyester, et le tout enrobé de bitume, qui vont être déroulés et marouflé. Donc là ici, l'opération que vous voyez là, c'est chauffe le bitume, faire fondre le bitume, et on déroule ce bitume qui a été chauffé, et on vient maroufler pour éliminer les bulles d'air qui se situent juste en dessous. Là en l'occurrence ici, c'est déjà de l'autoprotégé qui est placé. On peut voir donc ici en orange cette fameuse couche d'étanchéité, avec en dessous, parce que comme on va chauffer, et on le voit ici sur la photo, un enduit d'imprégnation à froid. Ici en l'occurrence chez Soprema il l'appelle Elastocol 500, qui sert de primaire pour améliorer aussi l'adhérence. Et puis on voit que l'étanchéité est continue, sauf là où vous avez des ancrages, c'est-à-dire que ici on a la contre-corniche, donc on va être obligé, comme sur une toiture terrasse, de revenir, de faire un relevé d'étanchéité avec une protection, hein, aussi, c'est exactement la même chose. On va laisser une engravure de façon à permettre de protéger le relevé d'étanchéité. Par contre, on peut voir que la chaussée, l'enrobé de chaussée, la couche de roulement va être coulée par-dessus, les caniveaux aussi, les bordures seront posées sur l'étanchéité. Là ici on a un trottoir avec des fourreaux, parce qu'on a souvent des équipements d'électricité, à commencer par éventuellement les éclairages publics. Et donc par conséquent, on va cacher dans les trottoirs nos équipements, et un revêtement ensuite pour le trottoir à proprement parler. Donc pensez bien à ce problème du relevé de l'étanchéité. J'insiste, dès que vous avez quelque chose qui est ancré, parce que la contre-corniche, on va le voir, elle est ancrée dans la dalle de béton. Elle fait partie du tablier, même si elle est faite après, dans un deuxième temps. Ça reste quand même un élément qui est ancré, liaisonné avec la dalle de béton. On voit ici un des concurrents, hein. Je vous rappelle que quand vous cliquez, vous pouvez aller chercher les informations. On voit peut-être un peu mieux d'ailleurs le relevé d'étanchéité, mais un peu moins l'étanchéité numéro 3. C'est exactement le même principe. On a une petite photo ici avec une contre-corniche, et ici une contre-bordure. Alors la contre-bordure, c'est pas systématique. La contre-bordure, c'est pour éviter que les bordures ne soient déchaussées sous l'effet d'un choc d'une roue, notamment ceux des camions. Quand on a du fort trafic, il y a un risque que les pneus des camions viennent heurter les bordures, et donc pour éviter qu'elles se déchaussent, qu'elles bougent sous l'effet de l'impact, on met une contre-bordure. C'est comme pour ici ma corniche, elle tient le garde-corps. La conséquence, c'est qu'il faut qu'elle soit ancrée. Vous imaginez bien que si je suis sur le trottoir et que je m'appuie sur la rambarde, je voudrais éviter quand même de me casser la gueule, parce que vous avez fixé ça sur le revêtement de surface. Donc on est vraiment ancré. Et il y a un troisième cas, c'est lorsque vous avez par exemple des candélabres. Vous imaginez bien que si vous avez ancré juste sur la couche de surface de votre trottoir, il y a un risque que sous l'effet d'une bonne rafale de vent ou d'un choc avec un véhicule, que le réverbère ne pique du nez. Donc là encore, les massifs qui supportent les candélabres sont ancrés eux aussi, et à partir du moment où vous avez une liaison entre la contre-corniche et la dalle, entre la contre-bordure et la dalle, ici en encorbellement, et puis un massif, systématiquement, il faudra qu'il y ait une liaison acier
entre les deux. Et donc, cette liaison acier, on va les retrouver ici. Donc là, on a un exemple ici. Alors, c'est un peu inversé par rapport à la photo. La contre-corniche à droite et la contre-bordure à gauche. Et bien entendu, notre relevé d'étanchéité à chaque fois, hein, on le voit ici, c'est la partie qui est là, hein, les relevés d'étanchéité, parce que je ne peux pas passer en dessous, puisque je suis liaisonné avec la dalle béton, donc je ne peux pas passer en dessous. Et on va récupérer derrière, avec un système de drain, on va récupérer les eaux qui auraient pu s'infiltrer et les évacuer vers l'extérieur du. Se rajoutent ces fameux équipements de sécurité, mais je dirais que c'est assez compréhensible. Ils sont normalisés sur le principe. Donc là, en l'occurrence, il y a un petit défaut quand même sur ce dessin, c'est que la rambarde de sécurité ici, j'aurais plutôt tendance à l'ancrer. Hein, Longrine en béton armé coulé sur le tablier, donc l'étanchéité elle peut pas passer en dessous, c'est pas possible sur le principe. Et puis on a les garde-corps pour limiter les risques de chute. Donc garde-corps et glissière de sécurité qui sont des éléments normalisés. Donc on a des catalogues en fonction du type de trafic. Après les garde-corps sont des ouvrages qui sont un peu plus esthétiques, donc il y a un peu plus de liberté, mais des contraintes sur les espacements entre les barreaux, les hauteurs, etc. Je rappelle que c'est 1 mètre minimum par rapport au point le plus haut de l'ouvrage. Pour ce qui est des systèmes de retenue dont on parlait tout à l'heure, donc les garde-corps assurent la sécurité des piétons. Donc c'est normalisé, hein, vous avez un petit schéma ici pour un type S8 et ils sont ancrés dans les contre-corniches ou dans les corniches, si elles sont en béton, de façon à résister. C'est-à-dire que sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt sur le principe. Et dans certains cas, on va devoir rajouter des glissières de sécurité pour les camions, notamment sur les autoroutes par exemple. On voit souvent la BN4 qui est un classique pour les autoroutes. Là encore, c'est normalisé au niveau des formes et de l'exécution. Donc par conséquent, on n'a pas tellement le choix sur les éléments. Et quand vous ferez votre pont, vous allez avoir des barrières, des systèmes de retenue, des glissières qui sont normalisées. Donc vous avez le plan le bloc qui correspond à ce type au type que vous allez devoir installer. Donc des glissières pour véhicules légers et puis pour véhicules plus lourds, les poids lourds en l'occurrence. Donc en général on se contente de glissières de type N, de niveau N, mais à côté de ça, on a vu la BN4 à l'instant. Éventuellement on sera amené à mettre en place des séparateurs. Donc là, en l'occurrence ici, ce sont des séparateurs béton coulés en place pour dissocier les deux voies. Là encore, c'est dans le cours concernant les tracés routiers sur les profils en travers type. Selon le type de voie, vous avez obligation de réaliser ces séparateurs en fonction du trafic et du type de voirie que vous souhaitez réaliser. Pour les bordures, les classiques, un T1, T2, vous avez fait des profils en travers, vous avez déjà utilisé un petit peu ces éléments-là avec une épaisseur minimum de 5 cm pour poser, et puis on vient rajouter au niveau des joints, au minimum au niveau des joints, un petit bourrelet de gros béton qui permet comme ça de tenir les bordures et de limiter les risques de déchaussement de ces bordures. Avec les bordures de trottoir, les bordures franchissables et les bordures inclinées ou arrondies pour des places de parking ou ce genre de choses.